Une formation en physiothérapie et elle est candidate au doctorat en sciences de la réadaptation à l'Université de Montréal et elle est aussi co-leader du réseau de stagiaires de l'Institut de la santé des femmes et des hommes, euh, aussi appelé ISFH, des IRSC, chapitre Université de Montréal. Donc aujourd'hui, Myriam, elle va nous parler un petit peu de comment est-ce qu'on peut prendre en compte le sexe et le genre en recherche en santé. Et elle vous en parlera beaucoup mieux que moi, c'est certain. Donc je vais peut-être laisser la parole à Myriam Bérubé. And if anyone has any question in English or anything is not clear enough, feel free to ask it at any point. But um, let me make clear that there is a period of question in the second part of the presentation. Enjoy! OK. Allô tout le monde. Je vais juste vérifier que tout est bien de votre côté. OK. Ben d'abord, merci au comité étudiant du CRIR de m'avoir invité pour parler de mon sujet préféré dans tout le domaine de la recherche, qui est en fait la prise en compte du sexe et du genre dans la recherche en santé. Donc, je pense qu'une des deux raisons pour laquelle j'ai été invitée aujourd'hui, c'est parce que j'en ai fait une de mes expertises de doctorat. En fait, dans le cadre de ma maîtrise de mon doctorat, j'ai fait une analyse documentaire de la méthodologie de comment rester sensible au sexe et au genre dans la recherche en santé. Et comme Étienne vient de le dire, je pense que l'autre raison, c'est parce que je suis co-leader du réseau des stagiaires de l'ISFH, qui se dit très mal en français. Normalement, on y va toujours avec l'acronyme en anglais IGH. Mais comme je suis là dans le cadre de ce rôle, je vais juste prendre 30 secondes pour vous parler du réseau. Donc, le réseau des stagiaires de l'ISFH a comme mission de sensibiliser tout le monde, nos collègues, autant de la relève que des chercheurs, chercheuses expérimentés, à l'intégration du sexe et du genre dans leur recherche. Comment ça fonctionne? C'est par chapitre. Chaque université qui participe a un chapitre qui est composé d'un professeur ou d'une professeure mentor, de stagiaires responsables. Dans le cas de l'UDM, il y a moi et quelqu'un d'autre. Et on a des membres. Ensemble, on peut autant organiser des petits événements internes, des clubs de lecture sur les sujets qui nous passionnent, ou carrément faire des événements de sensibilisation. C'est une belle opportunité de réseautage aussi. Il y a 23 chapitres à travers le Canada. Donc, si déjà ça, la conférence d'aujourd'hui pique votre curiosité puis que vous voulez vous impliquer plus euh, concrètement, on va dire, dans la recherche en sexe et genre en santé, je vous invite à aller voir les réseaux sociaux et à aller voir si votre université a un chapitre, puis si vous pouvez vous impliquer dedans. Donc voilà, ça c'était la petite parenthèse marketing du réseau. Euh, pour continuer, peut-être aller vers les objectifs d'aujourd'hui. Ce que j'ai fixé comme objectif, c'est vraiment de développer une curiosité pour la prise en compte du sexe et du genre, de comprendre l'importance. Si tout le monde sort de l'atelier aujourd'hui et est convaincu que prendre en compte le sexe et le genre dans sa recherche est important, ça va déjà être une belle avancée pour moi, c'est déjà bien. Aussi, d'identifier des ressources, des outils pour vous aider, puis de réfléchir à votre propre recherche. Je vais quand même souligner que tout le monde s'entend pour dire que la lentille d'analyse sexe et genre, c'est une posture réflexive, c'est itératif, c'est de prendre un pas en arrière et de prendre le temps de réfléchir. Euh, ça veut dire qu'il n'y a pas de recette concrète. Aujourd'hui, il n'y a pas de moyen pour moi de faire une conférence large qui s'adresse à tout le monde et de dire fais ça, 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 ça. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Par contre, il y a des grands principes que ça va. On peut en parler aujourd'hui, puis également, je peux faciliter votre processus réflexif. Donc, on va beaucoup plus y aller sous la forme de moments clés, questions à se poser, à quoi faire attention. Puis, ça va être plutôt ça aujourd'hui que je vais essayer de communiquer. Mon but, c'est de parler moins de 40 minutes, puis d'avoir au moins 20 minutes pour des échanges à la fin. Les échanges ne seront pas enregistrés, donc j'espère que vous n'allez pas être gênés de poser des questions, même si vous avez peur du ridicule, parce que je sais que des fois, c'est des sujets tabous dans certains laboratoires ou dans certains milieux universitaires. Donc, voilà à quoi ça va ressembler aujourd'hui.
D'abord et avant tout, toutes les personnes qui ont écrit sur cette méthodologie-là s'entendent pour dire qu'il faut bien comprendre les concepts fondamentaux avant de faire une analyse sensible au sexe et au genre. Sinon, non seulement on peut mal la faire, mais on peut également causer du tort. Le nombre d'articles qu'on croise qui nous parlent de sexe alors que dans les faits, ils parlent de genre, qui entremêlent les concepts puis qui sont tout à fait pas selon les meilleures pratiques, c'est vraiment impressionnant. Je sais pas si c'est la majorité, mais c'est vraiment impressionnant. Fait que je pense que c'est important qu'on commence par là aujourd'hui. D'abord, le sexe. Le sexe, parfois, est appelé sexe biologique et on parle de différences chromosomiques, biologiques, physiologiques, anatomiques, hormonales. Bref, on est vraiment dans le biophysiologique. La plupart des gens, à ce jour, vont décrire ça comme un concept binaire, dans lequel il y a mâle ou femelle. Ceci étant dit, aujourd'hui, je fais une présentation pour les membres de la relève. Donc, on va tourner notre regard vers le futur et je vous dirais que de plus en plus, on va parler d'un spectre plutôt que d'une binarité pour plusieurs raisons. D'une part, il y a les populations intersexes qui sont de plus en plus présentes puis qui s'autodéclarent de plus en plus. On parle quand même de 1,7 de la population. Si vous faites une grosse étude quanti, ça se peut que ça ait des influences sur vos résultats. Il y a aussi le fait que même si on a la majorité de notre biologie qui présente femelle, on peut avoir des variations anatomiques qui ont des influences. Ça peut être à cause de prise de médicaments hormonaux ou encore des nuances dues à des pathologies. Par exemple, on peut penser au syndrome des ovaires polykystiques qui vont vraiment augmenter le taux de testostérone des personnes qui ont cette pathologie-là. Tout ça pour dire que si vous vous intéressez au sexe d'une manière très simple et générale, peut-être que la binarité va vous convenir. Si vous commencez à être dans le précis et que vous voulez vraiment voir l'influence d'une hormone, par exemple, à ce moment-là, peut-être qu'un spectre va être plus utile à votre recherche. Deuxième concept, le genre. Il y a certaines personnes qui appellent ça le sexe social. Personnellement, je ne suis pas d'accord avec ça parce que ça devient vraiment confus vraiment rapidement. En général, le genre, tout le monde s'entend pour dire que c'est un spectre féminin à masculin avec une panoplie de possibilités entre les deux. Règle générale, les gens s'entendent pour dire que c'est des rôles, c'est des relations, des comportements, des attitudes qui vont être soit typiquement masculins, typiquement féminins, entre les deux. Ce qui est sûr, c'est que on parle d'un construit social qui est culturellement ancré. C'est totalement construit, le genre. Ceci étant dit, si on reste sur quelque chose de générique comme ça, une échelle avec féminin, masculin, il n'y a rien à faire avec ça en recherche. Donc, il y a des cadres d'analyse vraiment plus précis qui existent pour le genre. Je vous présente celui que moi, j'utilise dans ma recherche, puis qui est en fait très connu, très populaire, surtout au niveau du Canada. Là. Ça ici, c'est vraiment présenté sur l'Institut en recherche en santé du Canada. Puis il y a 4 variables. La première variable, on va parler d'identité de genre. C'est la manière qu'un individu se perçoit en tant que femme, homme, personne non binaire ou diverses identités de genre. C'est quelque chose qui est parfois... des fois, les gens vont parler de genre, puis dans les faits, ils vont vouloir parler d'identité de genre. C'est probablement la variable de base que les gens associent au genre. La deuxième variable, c'est les relations de genre. Donc, c'est les manières d'agir avec quelqu'un ou les manières qu'un autre va nous traiter en fonction de ce qu'on dégage de féminin, masculin. Ça devient super intéressant pour vos recherches, surtout si vous faites des analyses qualitatives, si vous faites des entretiens. C'est de considérer que comment vous présentez va avoir une influence sur les réponses puis sur la discussion que vous allez avoir dans votre recherche également. C'est de considérer que si vous êtes plusieurs personnes à faire les entretiens, tout à coup, ça se peut que quelqu'un à côté de vous qui présente différemment ait accès à une confiance ou à une confidentialité que vous n'allez pas être capable d'atteindre, peu importe qu'est-ce que vous faites. Donc, c'est de considérer qu'il y a des variations seulement à cause de qu'est-ce que vous représentez ou de ce que l'autre représente. Au niveau des rôles de genre, souvent c'est décrit comme des moyens pour exprimer son identité ou
des rôles qui vont être imposés en raison de ce qu'on dégage, féminin ou masculin. Encore une fois, c'est super, super important de prendre ça en compte en recherche, surtout à partir du moment où on s'intéresse à l'horaire occupationnel ou à la division des tâches ou à la réalité d'un travail ou des tâches. Ça va devenir vraiment très important. Et la quatrième variable, c'est le genre institutionnalisé. Et ça, c'est vraiment tous les processus par lesquels les institutions en général vont cadrer les représentations, rôles, rapports de genre. C'est très subtil, le genre institutionnalisé. Il faut vraiment lire là-dessus pour bien s'informer à ce sujet-là. Euh, Selon moi, c'est le plus facile à oublier aussi dans nos recherches, surtout en réadaptation, où est-ce qu'on va avoir tendance à être au niveau individuel, intervention avec une patiente qui est devant nous à un moment X. C'est vraiment un cas où est-ce qu'il faut qu'on mette un pied en arrière et qu'on regarde s'il y a des patterns qui reviennent pour certaines personnes spécifiquement. Un autre concept que je pense qu'il est important d'aborder, c'est les biais inconscients. Je pense qu'on en parle déjà assez en général dans notre formation en recherche. Je ne vais pas trop pousser là-dessus. Deux petites choses. Premièrement, je vous ai mis un lien vers un test qui existe en ligne pour aller voir les biais inconscients. J'ai trouvé ça super pertinent de le faire parce qu'en fait, euh, par exemple, moi qui étais bien informée en sensibilité, sexe et genre, j'ai quand même des biais. Puis prendre conscience des biais, c'est la première étape pour essayer de les diminuer ou de les contrecarrer ou de les limiter dans notre recherche. Puis ce qui est intéressant avec ce site-là, c'est que c'est pas juste sexe et genre, il y a aussi l'agisme, biais par rapport aux religions, ethnicités, etc., etc. Donc, il y a vraiment beaucoup de petits tests à faire. Et finalement, avant d'en finir avec les concepts fondamentaux, juste pour tout mettre ça ensemble, j'aimerais souligner que les concepts de sexe et de genre sont liés et vont s'influencer. Il y a eu une phase, je pense que c'était dans les années 2000, c'était avant que moi je sois en recherche, où est-ce que les gens étaient vraiment, vraiment intéressés à séparer les deux, puis à voir ça, c'est-tu le sexe, c'est-tu le genre, c'est-tu... Dans les faits, c'est tellement intimement lié. Par exemple, quelqu'un qui a été socialisé comme un jeune garçon pendant son enfance va peut-être avoir fait plus de sport, avoir plus développé sa coordination, puis au final, à 18 ans, il va avoir une certaine composition musculaire, certes à cause de tous ses attributs de sexe, donc ses hormones, etc., etc., mais aussi à cause de la manière dont il a été socialisé, puis à cause des sports qu'il a fait, à cause de tout ça. Fait qu'au final, c'est vraiment lié. Oui, il faut faire la distinction. Oui, il faut utiliser le bon mot quand vous parlez de ça. Mais il faut aussi reconnaître qu'il y a un moment où c'est lié. C'est pas totalement indépendant l'un de l'autre. Le deuxième, c'est juste de reconnaître que les facteurs socio-économiques peuvent influencer l'état de santé, que ce soit les réactions ou les accès aux soins. Ça, je vous dirais, vous avez probablement déjà entendu parler de tout ce qui est déterminants sociaux de la santé. C'est une belle place où commencer à lire si vous n'êtes pas déjà convaincu que les gens ont des réactions et des accès aux soins différents selon leur statut socio-économique. Puis ça peut vraiment changer comment vous interprétez les résultats de votre recherche aussi. Et aussi, les inégalités en matière de santé découlent d'une répartition inégale du pouvoir. C'est juste de dire, c'est pas un accident que certaines personnes soient systématiquement mal desservies par nos systèmes de santé. C'est parce que historiquement, ces personnes-là n'ont pas eu de voix, n'ont pas eu de pouvoir. Puis ça ne se corrige pas du jour au lendemain, mais il faut en avoir conscience dans nos recherches parce que en tant que chercheur, chercheuse, on va avoir du pouvoir ou à tout le moins, on a un potentiel d'avoir du pouvoir avec nos recherches si on fait un bon transfert des connaissances, si on parle aux bons interlocuteurs. Donc voilà, c'est peut-être mes trois mises en garde. Donc, pourquoi considérer le sexe et le genre en recherche en santé? Il y a plein de raisons. Je vais vous dire peut-être les grandes lignes en espérant que ça vous convainc. D'abord,
avantage pour le financement, avantage pour le succès de votre recherche et de votre carrière en général. En fait, dans le plus récent rapport, je pense que c'est le plus récent, ouais, de l'Institut en recherche en santé du Canada, euh, ils ont sorti cette figure-là qui démontre que si les évaluateurs, évaluatrices de votre demande de bourse ou de votre demande de de subvention jugent que vous avez bien pris en compte le sexe, vous avez 1,8 fois plus de chances d'être financé. Et si il et elle jugent que vous avez bien pris en compte le genre, vous avez 2,5 fois plus de chances d'être financé. C'est énorme. Ça peut avoir un impact sur votre succès ou votre possibilité d'être financé. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est pas juste le fait de le prendre en compte, parce que toutes les recherches sont obligées de faire un petit paragraphe là-dessus au Canada ou pour être financé au niveau canadien. Donc, c'est de bien le faire, c'est de prendre le temps de relaxer, d'y penser, d'y réfléchir et de bien l'intégrer dans votre protocole. Ça peut vraiment faire une différence. Pour moi aussi, prendre en compte le sexe et le genre en recherche, c'est une question d'éthique, c'est une question de rigueur scientifique, ce que ce n'est pas, ce que je me suis déjà fait dire. C'est que c'était un positionnement politique ou militant, c'est que c'était une question de valeur, que c'était une manière de republier avec les mêmes données, mais de manière différente, ou que c'était une simple comparaison entre les hommes et les femmes. Ça peut, ça peut être une comparaison entre les hommes et les femmes, mais si vous vous arrêtez à ça, vous ne faites pas réellement une analyse sensible au sexe et au genre, vous faites un comparatif entre les hommes et les femmes. Ce qui est déjà une bonne première étape, mais on aimerait aller plus loin. Je vous expliquerai ça tantôt. Donc, si vous prenez en compte le sexe et le genre dans votre recherche en santé, vous avez des chances de faire une science plus exacte, non délétère et beaucoup plus équitable. Notamment, vous pourriez éviter de perpétuer des stéréotypes ou des préjugés. Vous pourriez éviter d'invisibiliser certains groupes. Et ça pourrait vous permettre de mieux cadrer vos résultats aussi à la population que vous avez réellement étudiée. Juste pour donner des exemples de recherche plus exacte, non délétère, plus équitable aussi. Encore une fois, dans le dernier rapport de l'Institut en recherche en santé du Canada, il y a un chercheur qui dit comment lui étudiait la douleur chronique, puis est allé voir les mécanismes de douleur, et il s'est rendu compte que pour les femmes et les hommes, les mécanismes étaient différents, ils étaient médiés par différents facteurs biophysiologiques. Et leur conclusion à cette équipe, c'était, ben, dans le fond, il faudrait qu'on fasse des médicaments analgésiques différents selon le sexe des personnes malades. Ça veut dire que parce qu'ils ont regardé les mécanismes de manière différenciée, il va peut-être avoir un meilleur traitement pour tout le monde. C'est pas juste les femmes qui vont en profiter, c'est pas juste les hommes, c'est tout le monde pourrait avoir un traitement plus adapté. Si jamais vous cherchez des exemples de recherches qui pourraient ressembler à vos projets de maîtrise, de doctorat, puis de comment ces projets-là ont pris en compte le sexe et le genre, je vous invite à aller télécharger ce livre de Clos et collaboratrices. Ça date un peu, 2009, mais c'est encore super bon. C'est gratuit, c'est disponible en ligne. Puis dedans, il y a quoi, presque une vingtaine d'exemples de recherches, puis de comment ils ont pris en compte le sexe et le genre, et de qu'est-ce que ça a changé dans leurs résultats. Je pense que tout le monde peut y trouver son compte. Il y a plusieurs exemples aussi en réadaptation. Puis dans les premiers chapitres, il y a aussi les définitions des concepts. Donc, c'est toujours un bon outil pour citer ou avoir accès aux définitions des concepts. Pour info, il y a la page des références à la fin. Vous pourrez la prendre en capture d'écran si vous voulez. Sinon, autre conseil, presque chaque discipline doit avoir un numéro spécial dédié au sexe et au genre. J'ai mis un exemple d'un qui existe en ergonomie, qui est plutôt mon domaine, en santé au travail. Mais je vous conseille de faire une recherche, voir si ça existe. Ça pourrait être une bonne manière de vous introduire au sexe et au genre dans votre sujet spécifique. Puis là, j'avais préparé des exemples de comment le sexe et le genre avaient changé la donne dans mon domaine en santé au travail. Par contre, j'aimerais prioriser de parler de vos sujets, fait que je reviendrai là-dessus si jamais on manque de sujets de discussion à la fin. Là, je donnerai des exemples de mon domaine. Parce que là, on rentre dans le croustillant. Probablement la raison pour laquelle la plupart des gens se sont connectés aujourd'hui. Quand est-ce qu'on prend en compte le sexe et le genre? Puis,
comment on le fait. Puis là, je dis comment avec des guillemets parce que je vais plutôt vous dire à quoi penser. Puis, selon vos réponses à ces questions-là, ça va vous indiquer comment faire. Donc, la bonne réponse à quand prendre en compte le sexe et le genre, c'est toujours. Comme j'ai dit au début, c'est une posture réflexive, c'est un phénomène ou un processus itératif. On devrait toujours y revenir, on devrait toujours prendre la peine de mettre une lentille d'analyse sensible au sexe et au genre. Toutefois, vous êtes dans la relève en recherche en santé, moi aussi. Des fois, on est juste submergé. On a tellement de choses à penser en tant que personne qui débute en recherche, tellement de petits détails, tellement de questionnements en général. Ça se peut qu'on y pense pas toujours, mais il y a des moments clés auxquels il faut absolument y penser chaque fois qu'on prend une décision. Puis, on va pouvoir passer chacun de ces moments-là ensemble dans les prochaines diapositives. Par contre, je voulais faire une parenthèse avant, juste pour dire, mettons que vous êtes là aujourd'hui, que vous écoutez la présentation, puis que vous êtes déjà en train d'écrire votre maîtrise ou votre mémoire, vous avez toutes vos données, ou vous avez déjà fait approuver votre protocole à l'éthique, vous avez la moitié de vos données. Il est quand même pas trop tard pour commencer à être sensible au sexe et au genre. Puis si vous voulez une preuve de ça, je vous invite à aller voir cet article de Johnson et collaboratrice en fait, qui indique trois moments ou trois manières de commencer à prendre en compte le sexe et le genre. Donc, il y a la première, que leur étude était finie, là. Il y avait toutes les données, tout était là. Ils avaient même fini d'analyser. Puis finalement, ils sont retournés dans leurs données, ils ont réanalysé, puis ils ont quand même réussi à sortir des choses différentes et nouvelles grâce à une sensibilité au sexe et au genre. Le deuxième moment qui était au milieu d'une recherche, et le troisième moment qui est idéal, on ne se le cachera pas, c'est dès le départ, vous commencez à être sensible au sexe et au genre. Cet article-là aussi, ça peut être particulièrement intéressant pour un groupe comme nous qui est en réadaptation parce que l'étude de cas qui est utilisée, c'est une blessure au genou, donc pas trop loin des os dans lesquels on patauge d'habitude. Maintenant, avec le comment ou plutôt la série de questions. Comme j'ai dit, je vous donne pas une recette, je vous donne des questionnements pour vous aider à commencer à penser à qu'est-ce que vous pourriez faire avec le sexe et le genre. Euh, c'est une liste de questions. Je me suis beaucoup inspirée de toutes les références que vous avez vues depuis le début. C'est pas nécessairement exhaustif, c'est vraiment un point de départ pour vous aider parce que j'avais envie que ce soit quand même un peu opérationnel puis pragmatique comme atelier. Donc, on y va. J'ai sélectionné des grands moments de la recherche puis certaines questions qui pourraient vous aider. D'abord, toute bonne recherche commence avec une idée, donc la conception d'un protocole, la conception d'une recherche. Règle générale, à ce moment-là, il va y avoir une brève revue de la littérature, une analyse documentaire, appelez ça comme vous voulez. On lit beaucoup, beaucoup, beaucoup. Une des premières choses qu'on va se demander, c'est quoi le problème? C'est qui dit qu'il y a un problème, puis selon quelles interprétations. Ce que je veux dire par là, en fait, j'ai un exemple très concret de ce qui m'est arrivé quand j'ai commencé à m'intéresser à mon sujet. Mon sujet, pour rappel, c'est santé au travail, prévention, inclusion dans la prévention. Bref, j'ai lu une recherche qui s'intéressait euh, aux statistiques de visite aux urgences de travailleurs et travailleuses de 18 et 25 ans qui avaient été blessés au travail. Puis là, eux, ils regardaient les chiffres, puis ils avaient dit, ben en fait, il y a beaucoup plus de gars qui sont blessés au travail, incroyablement plus de gars blessés au travail. Donc, leur conclusion, c'était, ben, on devrait faire plus de prévention puis faire encore plus attention aux jeunes hommes qui entrent dans le marché du travail. L'affaire, c'est que en parallèle de cet article-là, j'ai lu un autre corpus de littérature qui disait et qui démontrait très clairement, oui, les gars, les hommes sont plus susceptibles d'avoir des accidents au travail, des accidents qui arrivent puis qui envoient par exemple quelqu'un à l'urgence. Mais les femmes ou les personnes qui exercent des métiers typiquement féminins ont beaucoup plus de chances de développer des troubles musculo-squelettiques sur le moyen long terme. Par exemple, coiffure, double tendinopathie, cervicalgie, douleur totalement incapacitante. Donc ça implique des congés maladie, ça implique des coûts sur le système, beaucoup de soins.
ça implique parfois des changements de carrière. Est-ce qu'on, est-ce qu'on peut vraiment dire qu'on devrait plus faire de prévention pour les accidents juste parce que c'est plus immédiat, alors que toutes ces conséquences-là, à moyen et long terme, pour peut-être les métiers plus typiquement féminins, qu'il y a plus de femmes qui exercent. Donc, c'est ça que je veux dire par selon quelles interprétations, c'est d'essayer d'être critique puis de voir peut-être s'il y a une autre interprétation possible. Également, essayez de chercher la diversité dans votre sujet. Est-ce qu'il y a des gens qui ont regardé différents marqueurs de diversité? Puis oui, est-ce que c'est possible pour vous de les reprendre dans votre recherche puis de vous assurer de contribuer à ce corpus de données et de résultats-là? Et le dernier point, c'est de voir est-ce que votre population est homogène? Une critique qu'il y a beaucoup pour la recherche sensible au sexe et au genre, c'est que des fois, ils oublient qu'il n'y a pas juste le sexe et le genre. Notamment, ce qu'on a vu peut-être plus récemment avec les crises dans les hôpitaux avec la pandémie, c'était que oui, en général, la douleur des femmes était peut-être moins reconnue par les professionnels de la santé, mais c'est une situation qui est encore pire et encore plus difficile pour les femmes noires. Donc, c'est de voir, OK, je veux étudier la douleur des femmes, mais est-ce que j'ai juste des femmes caucasiennes avec un diplôme universitaire dans mon échantillon? Parce que si oui, ça se peut que mes résultats ne soient pas valides pour d'autres personnes ou d'autres sous-populations, sous-groupes à l'intérieur. Maintenant, au niveau du recrutement, je pense qu'il faut vraiment, vraiment porter une grande attention à nos critères d'inclusion et d'exclusion. Euh, Notamment se demander est-ce que le problème que j'étudie peut toucher plusieurs sous-groupes, puis est-ce que ça touche plus un certain groupe qu'un autre. Et ça, un exemple que j'ai vu il y a quelques temps, c'était quelqu'un à la maîtrise en réadaptation qui étudiait les scolioses. Puis, dans la première mouture de son protocole, qui a changé par la suite, il y avait comme critère d'exclusion d'être un garçon. Parce que, comme vous le savez peut-être, il y a beaucoup plus de jeunes filles qui vont vivre avec des scolioses, qui vont développer des scolioses. Le problème avec ça, c'était que son argumentaire pour exclure les garçons, c'était qu'il y en avait moins, que c'était plus difficile à recruter, puis qu'au final, dans une maîtrise, on a des grosses contraintes de temps, puis il n'était pas sûr de pouvoir les recruter. Le problème avec ça, c'est que elle contribuait à systématiquement exclure euh, des personnes qui étaient déjà moins prises en compte dans toute la scoliose. Quand on entend scoliose, on pense beaucoup plus jeune adolescente que jeune adolescent. Euh, Fait que il y avait quand même un problème d'un point de vue de l'inclusion. En même temps, je comprends, on est tous passés par là. Une maîtrise, ça passe super facilement, puis le recrutement est super difficile pour la plupart des gens. Euh, Fait qu'au minimum, c'est d'avoir conscience que si vous mettez des critères d'exclusion qui sont simplement basés sur votre facilité à recruter puis qui n'ont aucun argumentaire scientifique derrière, il faut absolument en avoir conscience puis il faut absolument le dire comme une limite majeure, surtout au niveau de la transférabilité ou de la généralisabilité de votre étude. Il faut vraiment le dire partout. Également, bien entendu, si vous faites de la recherche quantitative, assurez-vous d'avoir assez de personnes euh, femmes, hommes, personnes non binaires, si vous les incluez dans votre recherche également. Je vous conseille de les inclure, hein. C'est juste que pour l'instant, c'est encore une population peu incluse dans les recherches. Au niveau des méthodes de recrutement, une des questions que vous pouvez vous demander, c'est est-ce que ma campagne de recrutement a des bonnes chances d'atteindre toutes les personnes de ma population? Un exemple qu'on pourrait penser, c'est si votre sujet c'est relié à la parentalité et que finalement vous publiez seulement dans des groupes Facebook de jeunes mamans, ben, vous allez totalement éclipser une bonne partie de l'expérience d'être un père. Donc, est-ce que votre sujet, c'est encore la parentalité, alors que vous excluez des gens qui ont peut-être des rôles genrés plus typiquement masculins par rapport aux soins d'un enfant? C'est à, c'est à penser, c'est à voir qu'est-ce que vous voulez faire si vous voulez changer votre sujet ou élargir votre recrutement. Et finalement, est-ce que mes items promotionnels invitent clairement les groupes typiquement exclus de la recherche? Euh, les gens qui ont historiquement
pas été très bien reçues par le système de santé ou par les universités. C'est sûr qu'elles ne vont pas répondre de manière très volontaire à des appels à recrutement pour de la recherche. Donc, c'est peut-être de simplement dire, par exemple, vous étudiez la sexualité, de dire les personnes de toute orientation sexuelle sont les bienvenues. C'est juste d'ajouter une phrase qui démontre votre volonté d'être inclusif, puis après ça, bien entendu, de les accueillir avec une sensibilité adéquate. Au niveau de la collecte de données, ben, c'est sûr qu'il va falloir vous demander quel aspect du sexe vous voulez inclure, quel aspect du sexe est relié à votre sujet, et même chose au niveau du genre, et à quel point ces aspects-là doivent être connus de manière spécifique. Oui, il existe des échelles pour mesurer le genre. Euh, Ça fait sujet, c'est un gros sujet de débat, en fait, dans la communauté spécialisée en sexe et en genre. On pourra en parler plus longuement si vous avez des questions là-dessus. La seule chose que je vous dirais, c'est si vous comptez utiliser ça, assurez-vous que c'est pas juste basé sur des stéréotypes, parce que mesurer un stéréotype, c'est pas la même chose que mesurer un genre. Assurez-vous également que c'est récent, parce que le genre est culturellement ancré, puis on le conçoit plus de la même manière aujourd'hui qu'on le concevait il y a 10 ans. Euh, Puis, encore une fois, culturellement ancré, donc assurez-vous que ça a été validé au niveau ben, du Québec si votre étude se passe au Québec. Au niveau du choix de la modalité de collecte, si vous utilisez un outil standardisé, je vous dirais, faites vraiment attention quand vous regardez les qualités psychométriques, regardez bien si ça a été validé avec des analyses différenciées. Euh, Ça s'est vu par le passé que quand des analyses étaient reprises et étaient faites avec une différenciation sexe-genre, on se rendait compte que c'était pas mal moins sensible pour soit les femmes, soit les hommes par après. Donc, assurez-vous que quand ça a été validé, ça a été bien fait avec une différenciation. Portez une attention au vocabulaire qui est utilisé. Des fois, c'est dans les subtilités, par exemple, le mot se plaindre de douleur, se plaindre de douleur. C'est pas tout le monde qui le reçoit de la même manière ou qui va avouer ou qui va oser dire qu'il se plaigne. Ça peut être une histoire autant de culture que de genre, mais faites attention à ça quand même. Puis c'est la même chose pour les outils maison. Faites attention au vocabulaire. Mais si votre outil est maison, il faut encore plus faire attention quand vous relisez vos questions. Est-ce que vous avez laissé passer un petit billet, un petit préjugé, un petit stéréotype? Puis aussi, est-ce que vos questions donnent autant d'opportunités de réponse à tout le monde, peu importe leur rôle de genre? On peut penser à un exemple très simple. Vous voulez savoir qu'une personne fait autre que son travail. Si votre question c'est qu'est-ce que vous faites dans votre temps libre, ben les gens qui ont des rôles de genre typiquement féminin, qui vont être en relation d'aide, proche aidant, qui vont prendre soin des enfants, X, Y, Z, ils n'ont peut-être pas beaucoup de temps libre, dans le fond. Fait que peut-être que vous feriez mieux de simplement demander qu'est-ce que vous faites de vos soirs, qu'est-ce que vous faites de vos fins de semaine. Fait que des fois, c'est dans les... ben, ça, c'est pas vraiment une subtilité, mais peut-être que dans votre recherche, c'est un peu plus subtil, mais il faut prendre le temps de se questionner là-dessus. Aussi, je vous encourage à faire attention. Ça, c'est quelque chose que j'ai fait dans mes entretiens de doctorat de manière volontaire. Mais à la fin d'une entrevue d'une heure et demie, je posais une question directement de Ah oui, puis vos jeunes stagiaires, quand vous les placez dans des milieux, est-ce que vous faites attention à si c'est des filles, si c'est des gars, ou s'ils vont dans des milieux, dans des métiers typiquement féminins ou typiquement masculins? Et systématiquement, tout le monde me répondait non, 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 on ne fait pas de discrimination, tout le monde est traité de la même manière. Euh, Puis ça, c'est un biais de désirabilité sociale énorme. Dans les faits, quand je regardais tout leur début d'entretien, il y avait un traitement différentiel. Puis parfois, ce traitement différentiel-là était super adéquat aussi. Par exemple, de porter une attention particulière aux violences sexistes pour une jeune fille qui était dans un garage. Je veux dire, c'était adéquat. C'est une mesure de prévention super ciblée puis super adéquate. Donc, tout ça pour dire, faites attention, si vous abordez le sujet du sexe et du genre de manière directe, vous allez nécessairement avoir des billets, à moins que vous en parliez pendant très, très, très longtemps.
Au niveau des analyses, euh, ma prochaine diapositive, je vous donne deux références si vous faites des analyses quantitatives, parce que je ne suis pas la pro des analyses quantitatives. Tout ce que je vais dire là-dessus, c'est essayer de bien comprendre les mécanismes. Euh, Par exemple, si vous contrôlez une variable, il y a il y a des fois que contrôler pour une variable, ça va diminuer l'influence du sexe ou du genre pour différentes raisons. Je vous invite à aller lire là-dessus. Également, est-ce que vous pouvez pousser vos analyses au-delà d'une analyse comparative ou si vous avez des données aberrantes, est-ce que c'est réellement des données aberrantes? Ça, c'est plutôt dans les théories intersectionnelles que purement sexe et genre, mais par exemple, vous avez un seul homme récemment immigré qui a un niveau d'éducation secondaire comparé à tout un bassin de population qui est vraiment loin de ce profil-là. Ben, peut-être que c'est pas une donnée aberrante. Peut-être que c'est juste une seule personne que vous avez dans votre bassin qui a ce profil-là, puis euh, que ses résultats sont différents pour une raison ou une autre. Fait que c'est juste de repenser, toujours penser, réfléchir, puis regarder s'il y aurait d'autres moyens d'expliquer ce que vous voyez. Au niveau des méthodes qualitatives, pour être honnête, c'est un peu la même chose que ce qu'on voit pour éviter les biais dans les méthodes qualitatives en général. C'est juste d'y rajouter une conscience de vos biais inconscients de sexe et de genre, puis une lentille d'analyse sensible au sexe et au genre, puis de voir qu'est-ce que ça donne. Oh oui, petite parenthèse, juste pour dire, votre premier réflexe va sûrement être de diviser vos groupes selon l'identité de genre, puis de les comparer. C'est pas mauvais, c'est correct. On fait tout ça pour commencer. C'est l'affaire la plus de base, puis la plus facile à faire avec la plupart des données également. C'est juste que je vous invite à aller un peu plus loin, aller voir les autres variables de genre, puis éventuellement aussi aller voir d'autres marqueurs de diversité. C'est sûr que plus on en rajoute, plus c'est compliqué. Vous n'allez pas avoir d'argument là-dessus avec moi, mais il faut quand même qu'on essaye de tendre vers ça. Voilà pour les références, si vous faites du quantitatif, et ces deux références qui reviennent à la fin. Et finalement, vient le temps de rapporter la recherche. Je pense que c'est peut-être un des moments les plus importants parce que si vous ne dites pas que vous avez pris en compte le sexe et le genre, c'est comme si vous ne l'aviez pas fait. Donc, au niveau de la méthodologie, dites-le à quel moment vous avez commencé à être sensible à ça, puis euh, revenez sur qu'est-ce que ça implique de l'avoir considéré ou de ne pas l'avoir considéré. Au niveau des résultats, présentez vos données ventilées selon le sexe d'une manière à ce que ça puisse être repris pour faire une méta-analyse au niveau du sexe et genre. Au niveau discussion, conclusion, recommandation, c'est beaucoup d'aller voir c'est qui votre auditoire. Est-ce que vous devez revenir au fondement? Est-ce que ça se peut qu'il y ait des résistances quand vous allez parler de vos résultats? Est-ce qu'il y a des différences que vous avez vues? Est-ce que c'est des bonnes différences ou c'est plutôt des différences discriminatoires? Également, ce que vous dites, est-ce que ça peut avoir des impacts négatifs? C'est quelque chose qu'on a vu en santé au travail quand des recherches ont commencé à dire que le poids maximal qu'une femme pouvait soulever par jour sans se blesser était inférieur à celui qu'un homme pouvait soulever. Il y a des entreprises qui ont utilisé ces études-là pour justifier de ne pas embaucher de femmes à certains postes. Ce qui est totalement ridicule quand on y pense. Il n'y a personne qui devrait toujours soulever à chaque jour le poids maximal qu'il peut soulever sans se blesser. Donc, je ne sais pas si c'était la manière de le présenter ou si les entreprises voulaient fondamentalement mal faire. Ça a quand même été ça la répercussion. Puis en fait, même si vous présentez très, très bien vos sujets, à partir du moment où on travaille avec les déterminants sociaux de la santé ou avec les marqueurs de diversité, ça vient avec la possibilité que certaines personnes mal intentionnées déforment vos recherches. Puis on a eu un exemple de ça très récemment. Des chercheuses éminentes et très, très expérimentées en santé trans puis en soins d'affirmation de genre. Euh, une de leurs études, il y a un politicien anti-trans qui est allé chercher leurs résultats, qui les a décontextualisés, puis qui les a réutilisés pour sa campagne transphobe. Bref, ces chercheuses-là ont dû faire une sortie publique pour rectifier le tir puis dire non, non, c'est pas ça qu'on a dit, c'est autre chose. Donc, je pense que peu importe c'est quoi votre sujet de recherche, c'est important de faire une veille sur comment ce qu'on dit, ce qu'on écrit puis ce qu'on produit est utilisé. Mais c'est particulièrement important quand on travaille avec des déterminants sociaux de la santé parce que ça peut être utilisé pour discriminer ou stigmatiser des gens.
Donc, j'ai presque fini. C'est juste que je voulais finir sur peut-être des pistes de solutions concrètes par où commencer, parce que là, j'imagine que c'est comme bravo Myriam, tu nous as donné plein de questions, mais qu'est-ce que je fais avec ça? D'abord et avant tout, je vous invite à aller faire des petites formations. C'est pas des formations miracles, mais ça donne un premier pas vers s'approprier les concepts, puis faire des petits quiz là-dessus et tout. Donc voilà, je vous en propose deux, celle du gouvernement du Canada et celle de l'ISFH. Si vous êtes particulièrement curieux, curieuse de point de vue méthodologique, il y a toute la série d'articles questions de méthode de l'ISFH qui est également disponible en anglais. Tous les articles sont traduits. Si vous êtes en recherche participative, vous avez peut-être un petit défi supplémentaire parce que vos partenaires doivent être autant convaincus que vous qu'être sensible au sexe et au genre est important. Je vous conseille d'aller voir cette scoping review qui a en fait réuni et analysé plein de recherches participatives qui avaient pris en compte le sexe et le genre. Autre conseil, dans l'univers de la sensibilité sexe et genre, il y a plein d'autres vocabulaires que j'ai pas abordé aujourd'hui, mais qui circulent puis que vous allez devoir comprendre éventuellement, notamment intersectionnalité, équité en santé et EDI. Il y a ce commentaire que j'ai trouvé très pertinent pour une introduction à ces concepts-là, que je vous invite à aller lire. Et finalement, recommandation de lecture. Le premier livre, le livre de Karen Messing, est spécifique à la santé au travail, mais c'est écrit par la pionnière presque mondiale de la sensibilité au sexe et au genre en santé au travail. C'est écrit un peu comme une biographie professionnelle de comment le domaine a évolué. C'est super intéressant, lecture de chevet. Le deuxième, c'est le livre que je vous ai déjà recommandé, disponible en ligne en version numérique. Et le troisième, c'est mon petit chouchou. Si vous faites de la conception, si vous concevez un outil, une intervention, un guide, quoi que ce soit, je vous invite vraiment à aller lire ce livre-là, merveilleusement bien écrit, aussi disponible en livre audio. Si vous l'écoutez en anglais, en livre audio, c'est l'autrice qui narre, puis elle est vraiment passionnée, c'est vraiment juste le fun à écouter, je vous le conseille. Donc voilà, maintenant je peux répondre à vos questions, on peut parler de vos sujets de recherche. Vous pouvez aussi m'écrire ou écrire au chapitre de l'UDM du réseau des stagiaires si vous voulez une rencontre un à un. Ça fait partie de nos mandats de répondre à vos questions puis de vous aider à intégrer le sexe et le genre à vos recherches. Donc voilà, et pour les C'est références.